Voilà l'actualité parlementaire au programme de cette demi-heure maintenant, avec Territoire Sénat qui démarre. Merci à ceux qui nous rejoignent et les titres de l'actualité politique et parlementaire ce matin, Saveria. Bonjour à tous, c'est le jour J pour les candidats de la majorité à la mairie de Paris. Après les auditions hier, c'est aujourd'hui que la Commission nationale d'investiture va trancher. Qui de Benjamin Griveaux, Cédric Villani ou Hugues Rançon portera les couleurs En Marche dans la capitale. Explication à suivre. La future réforme de l'assurance chômage va-t-elle pénaliser 1 200 000 chômeurs? C'est ce que révèle un document de l'Unédic, un chiffre contesté par la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, était auditionnée hier au Sénat. Nous l'entendrons. Et puis la reconstruction de Notre-Dame de Paris continue de diviser les parlementaires. Le gouvernement veut déroger aux règles en vigueur pour aller vite. Les sénateurs s'y opposent. Ils en débattront de nouveau aujourd'hui. Nous en parlerons avec Benjamin Morel. La fumée blanche devrait sortir dans l'après-midi. Qui d'Hugues Rançon, de Cédric Villani ou de Benjamin Griveaux portera les couleurs En Marche dans la capitale. Les macronistes doivent désigner leur future tête de liste à la mairie de Paris aujourd'hui. Après des auditions hier, c'est le porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux, l'ancien porte-parole, qui reste le grand favori. Explication, Sandra Cerquera, Fabrice Cunet. Pour les municipales à Paris, le match est bien plus serré que prévu. Les 3 candidats En Marche ont été auditionnés ce mardi. Mais c'est bien le duel entre Griveaux et Villani qui est au cœur de toutes les attentions. Pour certains, le résultat ne fait aucun doute. L'ancien porte-parole du gouvernement arpente le terrain depuis 2 ans. Il a le soutien de 34 élus parisiens, dont celui du sénateur Julien Bargeton, qui l'a rejoint en mars dernier. Ma conviction est que Benjamin Griveaux est le meilleur candidat parce qu'il en a montré la détermination, parce qu'il a su rassembler le collectif des élus et des marcheurs et parce qu'il est dans une position centrale et de droite et de gauche, voulant dépasser les clivages Est-Ouest à Paris, qui me semble être la bonne vision pour Paris. D'autres se veulent plus prudents. Cédric Villani est en mesure de bousculer le scénario. La République En Marche se déchire pour les investitures dans la capitale, au point de donner l'image d'un parti de l'ancien monde. D'autant qu'Emmanuel Macron s'intéresse de près à Paris et pourrait finir par trancher. C'est un peu la pagaille, on ne sait pas très bien comment ça marche, qui prend les décisions et où, je le redis, c'est comme ça. C'est un mouvement qui est essentiellement vertical et qui manque bien sûr de transversalité. La Commission nationale d'investiture doit mettre fin au suspense ce soir, mais si l'Élysée choisit finalement de temporiser, le recours à une candidature d'Édouard Philippe passerait de simples rumeurs à hypothèse de travail pour l'été. 50 mesures pour mieux prévenir et mieux reconstruire face aux aléas climatiques, inondations, canicules. Les catastrophes se multiplient et le régime d'indemnisation des victimes est mal adapté. Il doit être réformé. C'est l'enseignement d'un rapport sénatorial, rapport qui préconise également de revoir les politiques de prévention. Explication, Fabien Recker. Sécheresse, grêle, inondations. Pour la mission d'information du Sénat, face à la multiplication des phénomènes climatiques extrêmes, il faut faire évoluer le droit. L'actuel régime d'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles date en effet de 1982. Les problématiques, y compris climatiques, de 82 ne sont pas celles de 2019. Donc il faut, de ce point de vue, mieux prendre en compte les problématiques du réchauffement climatique. Le rapport s'attaque en particulier au manque de transparence dans la procédure de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle par les pouvoirs publics. Là, c'est le mystère. On a une commission interministérielle qui se réunit tous les mois, qui est composée uniquement de membres de cabinet ou d'administration des ministères, et absolument pas d'élus locaux. Donc déjà là, on a un certain nombre de difficultés parce que c'est pas transparent, c'est opaque. Les sénateurs demandent que les élus locaux soient associés à la décision et veulent instaurer la possibilité de faire appel quand l'état de catastrophe naturelle leur est refusé. Autre point noir, la sécheresse. Moins spectaculaire que l'inondation, elle est souvent mal indemnisée et sur la base de critères incompréhensibles pour les sinistrés, selon les rapporteurs. La sécheresse avec les maisons fissurées, c'est beaucoup plus insidieux puisque c'est sur plusieurs années, avec des fissures progressives, etc. Donc dater l'aléa climatique est beaucoup plus compliqué, alors qu'on voit par ailleurs que la date de l'aléa est importante dans le dossier de reconnaissance. Nicole Bonnefoy et Michel Vaspart insistent enfin sur la prévention et l'accompagnement des élus et des citoyens pour développer une culture du risque face au changement climatique.
Réaliser 3 milliards 750 millions d'euros d'économies d'ici 2021, c'est l'objectif de la future réforme de l'assurance chômage, un texte qui, selon un document de l'UNEDIC, devrait pénaliser 1 200 000 chômeurs. Faux, rétorque la ministre du Travail. Selon Muriel Pénicaud, seules 6 à 700 000 personnes seront impactées. La ministre était justement auditionnée hier au Sénat. Je vous propose d'écouter ses explications. Alors sur les chiffres qui ont circulé de l'UNEDIC sur 1 200 000 personnes concernées, il faut comprendre que tous les demandeurs d'emploi gardent l'intégralité de leurs droits, hormis l'exception pour les plus hauts revenus, puisqu'il y a une dégressivité. Hormis ce cas, tous gardent leur capital de droit. Simplement, ils sont répartis différemment dans le temps, par exemple, pour éviter que, comme je le disais tout à l'heure, on puisse gagner plus 150%, 200% de ce qu'on gagnait en travaillant un mois donné. Mais du coup, la période où on peut être indemnisé se rallonge d'autant. Donc en fait, le capital de droit de chaque personne qui entre au chômage ne change pas. Mais ce qu'on attend, nous, c'est des changements de comportement. Et ça, c'est vrai que le DIG ne savait pas, on n'a pas simulé. Et donc, on ne compare pas les mêmes choses. Évidemment qu'on fait cette réforme pour qu'il y ait des changements de comportement, que plus de personnes trouvent un emploi, et un emploi moins précaire. C'est tout l'objet de la réforme. Et ce faisant, ça va aider à désendetter pour l'emploi. Mais c'est dans ce sens-là. Chaque fois que quelqu'un retrouve un emploi, c'est plus de cotisations, moins de dépenses. Voilà. Donc, et chaque fois que quelqu'un a un emploi plus stable, c'est moins de déficit, plus de cotisations, et là aussi, moins de dépenses. On poursuit l'examen de cette actualité parlementaire et politique avec dans un instant le face-à-face. À tout de suite. Bonjour Hélène Conway-Mouret, merci d'être avec nous. Vous êtes sénatrice PS des Français de l'étranger. Merci d'être sur ce plateau ce matin. Bonjour. Vice-présidente du Sénat, ancienne ministre du gouvernement Ayrault. On va parler avec vous de ce rapport sur la défense européenne que vous avez produit avec le sénateur Ronan Le Gleut. 12 propositions dans ce rapport, notamment vous demandez une plus grande visibilité des enjeux de défense européenne dans le débat. Est-ce que ce n'est pas un vœu pieux ? Absolument pas. Je crois qu'aujourd'hui, les populations européennes sont prêtes à accepter que les questions de sécurité et de défense sont au cœur de leurs préoccupations, et donc de donner une visibilité à cette question de défense avec... c'est ce que nous prenons en tout cas dans nos propositions, d'avoir une direction générale qui s'occuperait du Fonds européen de défense qui a été créé, qui a été voté et dont le budget doit être confirmé à l'automne prochain avec le nouveau Parlement. Et puis peut-être un adjoint aussi aux représentants ou un commissaire européen qui s'occuperait des questions de défense. Aujourd'hui, on voit que, il y a de gros changements. Notre allié de toujours n'est plus forcément notre ami, je pense aux États-Unis, avec un président qui, de façon répétée, déclare qu'il va retirer les États-Unis de l'OTAN, qui jusqu'à présent a assuré la protection et la sécurité de ce territoire européen. Donc nous devons aujourd'hui pouvoir assumer et assurer la sécurité de nos concitoyens. Quand Emmanuel Macron, quand le président parle d'armée européenne, est-ce qu'il faut le croire ? Est-ce qu'on peut le croire ? Est-ce que demain, ça pourrait être une réalité, une armée européenne ? Alors, c'est le genre de discours qui inquiète fortement nos partenaires européens, et je crois qu'il faut se passer de ce genre de sémantique, sorte de bouée qui est lancée et qui va nulle part. C'est un discours qu'il a fait. Ça n'arrivera jamais, une armée européenne ? En tout cas, l'Europe n'y est pas prête. Vous savez, ce qui fait un petit peu l'originalité de ce rapport, c'est que nous avons passé beaucoup de temps à l'écoute de nos partenaires. Généralement, la France propose, voire s'impose à eux. Et pour la première fois, nous avons fait une tournée européenne. Nous avons Vous êtes allés les voir ? 7 pays et nous avons testé un certain nombre de concepts qui nous sont chers et nous avons vu les réactions. Par exemple ? L'autonomie stratégique, par exemple. Qui, dans les pays d'Europe de l'Est, est un chiffon rouge parce qu'ils voient dans autonomie stratégique la volonté de la France d'être indépendant des États-Unis, alors qu'eux comptent sur les amis américains pour continuer à les protéger. Pour continuer à parler d'Europe, j'aimerais vous entendre sur le difficile accouchement de cet exécutif européen auquel on a assisté depuis 2 semaines. Qu'est-ce que vous pensez de ces nouveaux visages de l'Union européenne, de ces 2 femmes ? Qu'est-ce qu'elle dit de cette photo justement de l'exécutif avec ces 2 femmes à la tête de l'exécutif européen ?
Alors pour être une militante, moi-même, je pense que enfin nous avons des femmes qui, dans leur pays respectifs, ont assumé des hautes responsabilités. Et au niveau de l'Europe, maintenant, nous avons cette parité. On parle bien sûr de Christine Lagarde et d'Ursula von der Leyen. Absolument, mais au-delà de ces deux personnalités, nous voyons une parité maintenant qui est imposée au niveau des présidents et vice-présidents du Parlement européen. Et je pense que c'est vraiment une grande avancée. Il faut pouvoir donner l'exemple, et c'est un très bel exemple. Yannick Jadot disait à ce propos, c'est un très mauvais casting des personnalités de second rang, un rang médiocre. Il est mauvais perdant. Mauvais casting pour ces deux personnalités? Pour les 4 personnalités à la tête de l'exécutif européen. Oh, écoutez, non, peut-être que c'est un mauvais perdant. Emmanuel Macron a donc salué après la nomination des 4 têtes de l'exécutif européen. Un nouveau souffle pour un acte 2 européen. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter justement pour ce nouvel acte européen ? Eh bien, que nous ayons un Parlement qui soit fort, un Parlement qui réponde aux attentes et aux besoins des citoyens européens. Je crois que nous avons vu pour la première fois une hausse de la participation à cette élection, et donc il ne faut pas décevoir maintenant ce qu'attendent les citoyens européens, c'est-à-dire un vrai engagement, notamment sur les questions climatiques, sur les questions sociales, une sorte d'égalité dont on a vraiment besoin. Il y a un fossé qui se creuse dans tous les pays, avec la montée des populismes qui est en fait la représentation de ce mal-être qui sévit dans la plupart des pays européens. Et il faut que ce Parlement européen, qui a quand même un grand pouvoir, parfois d'ailleurs, de pouvoir imposer aux pays ce qu'eux-mêmes n'ont pas le courage de faire. Et je pense notamment aux questions écologiques. Je pense que M. Canfin, qui est pressenti pour être le nouveau président de la Commission du développement durable, pourra peut-être faire au niveau européen ce que l'État français ne fait pas, ou le gouvernement français ne fait pas aujourd'hui. Autre sujet difficile, sujet dramatique dans l'actualité, les féminicides. Vous avez signé la tribune qui a été publiée hier pour justement appeler à des mesures, des réactions de la part du gouvernement. Quelles mesures attendez-vous précisément pour que enfin les choses changent? Un Grenelle a été annoncé par Marlène Schiappa pour la rentrée à Matignon. Est-ce que c'est trop tard? Est-ce qu'il faut dès maintenant mettre en place des mesures d'urgence? Je pense que ce n'est pas suffisant. Je pense que c'est absolument insupportable tous les 2 ou 3 jours de voir dans les faits divers qu'une femme est morte sous les coups de son compagnon ou de son ex-compagnon, parfois devant ses enfants. C'est quelque chose qui est vraiment insupportable aujourd'hui. Je pense que nous avons besoin d'un changement radical dans la société, et cela doit passer par l'éducation et, il me semble, par les associations. Celles-ci, aujourd'hui, n'ont pas les moyens suffisants pour agir sur le terrain au quotidien. On voit bien que tout ce qui est mis en place, que ce soit les bracelets électroniques, formation très nécessaire, bien sûr, pour les forces de police, qui sont souvent les premières à constater ce qui s'est passé, et qui doivent être en mesure de protéger et aussi de pouvoir écouter quand une femme vient déposer plainte. Mais je crois qu'aujourd'hui, on a besoin d'un changement radical au niveau de cette population masculine qui pense pouvoir s'imposer et dominer les femmes par la violence physique, la violence psychologique. Ça devait être une des grandes causes du quinquennat. Vous avez le sentiment, vous nous dites ce matin, que le gouvernement n'a rien fait? Ce n'est pas qu'il n'a rien fait, mais d'abord de créer un secrétariat d'État quand avant il y avait un ministère dédié à la cause des femmes, et ensuite de ne pas donner les moyens suffisants à ce secrétariat d'État. On ne peut pas ensuite dire que c'est la grande cause du quinquennat. Enfin, il faut qu'à un moment, il y ait les moyens qui suivent. Et on peut donner toutes les excuses pour essayer de dire qu'en effet, on se débrouillera, on bricolera. On ne peut plus bricoler la vie de femmes qui sont en danger aujourd'hui. Et puis, il y a celles qui meurent, dont on entend parler. Mais combien de milliers de femmes subissent des violences au quotidien, dans le silence, et ne disent rien? Donc c'est à celles-ci aussi qu'il faut penser et pouvoir les protéger pour que leur vie puisse continuer. Pour terminer sur ce grand sujet, c'est par exemple sur l'Espagne qu'il faut prendre exemple, justement. L'Espagne a réussi à régler ce problème, à diminuer le nombre de féminicides. Est-ce que c'est par exemple sur l'Espagne avec des mesures nettement plus radicales, le bracelet électronique, une justice beaucoup plus sévère? Ce Grenelle devrait aussi nous inciter à regarder ce qui se fait dans les pays européens et de ne pas penser que l'on peut recréer le fil, à couper le beurre à chaque fois. Il y a des beaux exemples à suivre.
celui du cas espagnol est en effet un exemple, mais il y en a d'autres aussi. Hélène Merci. Conway-Mouret, vous avez été ministre déléguée chargée des Français de l'étranger du 21 juin au 31 mars 2014 dans le gouvernement de Jean-Marc Ayrault, le deuxième gouvernement de Jean-Marc Ayrault sous François Hollande, un ministère qui n'existe plus. Il était rattaché au ministère des Affaires étrangères. D'abord, comment devient-on ministre chargé des Français de l'étranger et pourquoi ce ministère a disparu? Écoutez, pour moi, c'est un grand regret parce que je pense que les 3 millions de Français qui vivent à l'étranger avaient, ma petite personne, une porte-parole pendant 2 ans. Et j'ai fait un certain nombre de réformes, notamment dans la représentation politique, puisque L'enseignement j'ai du créé français aussi, j'ai vu. absolument la représentation politique avec la création des conseillers consulaires, qui sont des représentants locaux élus pour des mandats de 6 ans au suffrage universel direct, et qui sont un petit peu les conseils municipaux. Alors, et qui pourquoi il n'y a plus de représentent ministère Français. Pourquoi il n'y a plus de ministre? Parce que je pense que c'est un choix de penser que ces Français sont suffisamment loin. Quand on a besoin d'eux, on sait les trouver. Électoralement, vous voulez dire? Électoralement, absolument, ils servent quand même très largement et on fait appel à eux. Et puis ensuite, on les ignore jusqu'aux prochaines élections et c'est vraiment très dommage parce que c'est une force pour nous. C'est une population, ce n'est pas une diaspora. Donc on entend ce terme, en tout cas pour d'autres pays, mais en tout cas, c'est une population qu'il ne faut absolument pas négliger et qui était une vraie force pour nous. Merci, ça vous a plu? Merci beaucoup. Ah, ça m'a plu énormément, bien sûr, mais 2 ans, c'était très bien. J'ai fait 3 réformes fondamentales. Et je suis passée à autre chose et je continue à travailler sur des rapports. Hélène Absolument, merci Conway-Mouret, beaucoup. merci. Sénatrice PS des Français de l'étranger. On passe à l'agenda, ce qui se passe au Sénat, ça verra. Alors à 9h, dès ce matin, Franck Ménonville et Valérie Létard présentent leur rapport sur les enjeux de la filière sidérurgique en France. Leur proposition, accompagner plus stratégiquement l'État et la filière, réduire les émissions de gaz à effet de serre, favoriser le recyclage de l'acier et développer une politique commerciale. À 14h30, nous allons en parler dans un instant. C'est la nouvelle lecture du projet de loi sur la reconstruction de Notre-Dame de Paris. Et puis 17h30, audition importante. Isabelle De Silva, qui est la présidente de l'autorité de la concurrence, Roch-Olivier Metz, qui est le président du CSA, et Sébastien Soriano, le président de l'ARCEP, sont auditionnés par la commission d'enquête sur la souveraineté numérique. Les parlementaires sont préoccupés que le numérique, justement, soit contrôlé par des géants qui écrasent les marchés et placent la France en situation de dépendance technologique. Merci, ça ne veut rien. On passe à l'œil 2, rubrique d'éclairage politique et institutionnel, dans un instant. Et c'est Benjamin Morel, aujourd'hui, qui vient faire l'œil 2. Bonjour vos Benjamin. Vos yeux. Que je vais Bonjour tenter de garder Benjamin. On va ouverts. parler avec vous du texte du projet de loi sur la reconstruction de Notre-Dame de Paris. Nouvelle lecture aujourd'hui, tout à l'heure dans l'hémicycle au Sénat. L'article 9, l'article qui autorise toutes les dérogations, a été modifié depuis. C'est celui sur lequel les sénateurs étaient fortement opposés. Est-ce que vous craignez néanmoins que le chantier de Notre-Dame déroge aux règles qui sont applicables partout ailleurs en France? Alors, il y dérogera parce qu'en effet, cet article prévoit des dérogations. Après, ces dérogations à présent, déjà ne seront plus à la discrétion du gouvernement parce qu'on fait sauter l'idée des ordonnances et elles seront de domaines relativement limités. Ça a notamment trait à une commission consultative régionale. Ça a trait également à l'interdiction de poser des bannières publicitaires sur les monuments historiques. Donc là, pour le coup, c'est plutôt une bonne dérogation parce que ça veut dire que sur Notre-Dame, on n'en aura pas. Et ça a également trait à l'organisme qui aura en charge les fouilles archéologiques. Donc on a des choses qui, pour le coup, sont très limitées. Oui, si vous voulez, les dérogations sont limitées et elles ne touchent pas au fondement du chantier. Vous pensez que ça va rassurer ceux qui étaient opposés justement à ces dérogations? Si vous voulez, d'une certaine façon, oui. Aujourd'hui, on est passé d'un projet de loi qui était un projet de loi sincèrement dangereux, parce que justement, il prévoyait des dérogations massives au Code du patrimoine, qui en fait a été fait justement pour gérer ce type de situation. Donc on a des dérogations limitées à un texte censé régir ce qui justement s'est passé. Donc en fait, on est passé d'un projet de loi dangereux à un projet de loi aujourd'hui essentiellement inutile. Inutile, vous voulez dire. Est-ce que ce n'est pas aussi une querelle entre les anciens et les modernes, j'allais dire? C'est pas tellement une querelle entre les anciens et les modernes, si vous voulez, parce que ce qui peut encore poser problème dans ce chantier de Notre-Dame, le concours d'architecture, le geste architectural sur la flèche, en fait, n'est pas directement lié à ce projet de loi en cours. Donc on voit qu'il s'agit plutôt de la gestion du chantier. On a normalement un code du patrimoine qui permet de gérer ce chantier. Là, on va créer par exemple un établissement public administratif.
on pensait à un EPIC, donc à ce moment-là, ça aurait posé beaucoup plus de problèmes, un établissement public industriel et commercial. Donc on va passer d'un chantier qui aurait été géré par l'État à un chantier qui va être géré par un EPA. On est dans de la technique, on est dans des choses qui en fait ne servent à rien, alourdissent les procédures censément pour aller plus vite. Donc encore une fois, on est plutôt dans la loi symbole, mais dans la loi symbole qui ne sert à rien. Je reviens sur ce que vous nous dites parce que visiblement vous insistez là-dessus. En quoi le texte est inutile ? Si vous voulez, le fait que les cathédrales brûlent, c'est pas nouveau. Le fait qu'il y ait des monuments historiques qui soient détériorés, c'est pas nouveau. C'est même pour ça qu'on a créé le Code du patrimoine. Vous voulez dire qu'on a su reconstruire dans le passé ? On a su reconstruire et qu'on a même des procédures qui permettent de reconstruire et qui sont éprouvées, qui sont en place. Là, on a un projet de loi qui modifie à la marge des choses qui, en fait, n'avaient pas forcément besoin d'être modifiées dans la loi, tout bêtement, parce que c'est l'État qui va prendre en charge ce chantier-là. Donc le fait de ne pas mettre de publicité, par exemple, comme je le disais, dérogation dans l'article 9, de ne pas mettre de publicité sur Notre-Dame, ça aurait très bien pu être décidé sans le projet de loi, sans l'État, par l'État. Donc là, on est dans un projet de loi symbolique. Il s'agit de marquer la volonté d'Emmanuel Macron de reconstruire Notre-Dame en 5 ans par l'existence d'un projet de loi. Justement, cette volonté du président de reconstruire en 5 ans, est-ce qu'elle vous paraît raisonnable ? Je crois qu'aujourd'hui, tous les acteurs du patrimoine et même les membres de l'exécutif commencent à reconnaître que 5 ans est une date plutôt théorique que réellement possible. Donc là, très très clairement, on est dans un objectif qui est un objectif politique. Si jamais le chantier est bien mené, ce que l'on peut espérer, mais ce qui ne dépend pas prioritairement du projet de loi, il est peu probable que ça arrive en 5 ans. En 2 mots, Mediapart a révélé un scandale sanitaire avec des taux de plomb aux alentours du chantier de Notre-Dame de Paris jusqu'à 700 fois supérieurs à la normale. Est-ce que c'est très inquiétant ? C'est très inquiétant d'un point de vue sanitaire. Après, la grande question, c'est comment est-ce que, on ne l'a pas vu, visiblement on l'a vu, et pourquoi est-ce qu'on n'a pas averti la population ? Donc là, il y a en effet probablement des dysfonctionnements administratifs qui, si ça s'avère, sont des dysfonctionnements administratifs majeurs. Et ça va être du rôle du gouvernement d'en tirer les conséquences et du Parlement de contrôler la situation. Merci Benjamin, merci beaucoup. Benjamin Morel, à bientôt. Merci à bientôt. vous. On passe à la revue de presse, les unes de la presse quotidienne régionale dans un instant. Revue de l'actualité. On démarre avec la une de Vaucluse matin. C'est la fin pour Bernard Tapie. Il a gagné la fin de son procès. C'est une immense surprise. La décision est tombée hier. Le tribunal correctionnel de Paris a relaxé Bernard Tapie et tous les autres prévenus dans l'affaire de l'arbitrage controversé qui opposait l'ancien président de l'OM au Crédit Lyonnais. Pour le tribunal, aucun élément du dossier ne permet d'affirmer que cette sentence définitivement annulée au civil ait été surprise par la fraude. Le tribunal a également relaxé le patron d'Orange, Stéphane Richard, qui était poursuivi pour complicité en tant qu'ancien directeur de cabinet de la ministre de l'époque, Christine Lagarde, qui elle a été condamnée fin 2016 pour négligence dans ce dossier. Voilà, à la une de la République des Pyrénées, encore de très violents orages dans cette région. Oui, c'est un déluge qui s'est abattu sur la Bigorre, grêle, pluie torrentielle, intempéries qui ont ravagé donc les cultures à Camalès, Vazillac, Vic. Le vent et la grêle ont causé des dégâts dans les champs, couchant notamment les maïs dans un couloir de 2 km de large. Le réseau électrique a également subi des dégâts, notamment liés à la foudre. Les Hautes-Pyrénées n'étaient plus hier en vigilance orange. On passe au télégramme, c'est le plastique. Le défi des industriels, on le sait bien. Voilà, depuis des années, les industriels bretons de l'agroalimentaire tentent de réduire le plastique qui sert à conditionner leurs produits, barquettes, pots et autres pailles, autant de déchets difficiles à recycler, coûteux pour l'environnement, un véritable défi, car il faut également respecter les normes sanitaires, mais aussi préserver les qualités nutritionnelles des aliments. À la une de Ouest France, le plus grand quotidien français, c'est une nouvelle écotaxe pour les avions et les camions. On en parle beaucoup ce matin. Oui, la nouvelle est tombée hier. La France va mettre en place une écotaxe de 1,50 € à 18 € sur les billets d'avion dès 2020. La Corse, l'Outre-mer et les vols en correspondance ne seront pas concernés. Une taxe qui devrait rapporter 182 millions d'euros qui seront consacrés à des investissements pour des infrastructures de transport plus écologiques, notamment le ferroviaire. Le gouvernement va également réduire l'avantage fiscal accordé aux transporteurs routiers sur le gazole. Pour ces professionnels du transport, ce nouveau tour de vis fiscal, au nom de la lutte contre la pollution, ne passe pas.
Et puis, à la une de l'Ardennais, ce sont les buralistes et les guichetiers qui maintenant vont pouvoir vendre des billets de train. Et oui, vous pourrez bientôt acheter vos billets de train chez le buraliste. 5 régions test vont proposer ce service. Bourgogne-Franche-Comté, Grand Est, Normandie, Pays de la Loire et Provence-Alpes-Côte d'Azur. Une manière pour la SNCF de répondre à la grogne des clients face à la baisse du nombre de guichets et la fermeture des boutiques. Et pour les buralistes, c'est aussi un moyen de continuer à se diversifier. Bien, merci Saveria. Au revoir. Très bonne journée à tous. À la météo à demain. Des territoires et au Zap Matin, météo des territoires, le temps qu'il fait en France. Très beau, vous allez le voir. Puis le Zap Matin de Christophe Combarieux. À tout de suite. Professionnel, avec Coyote Business, géolocalisez vos véhicules et pilotez votre flotte en temps réel. Coyote Business vous présente la météo des territoires. Coyote Business vous a présenté la météo des territoires. C'est très bien passé. J'ai pu exposer pendant 1h30 le projet que je veux porter pour les Parisiens. Face à nous, nous avons une maire de Paris qui, elle, est en campagne depuis 1 an, qui dégaine une proposition par semaine et qui a les moyens de la ville pour faire cette campagne. Donc il est temps pour nous de nous mettre en ordre de bataille. Hidalgo d'ailleurs ne gouverne pas Paris, elle annonce en permanence. Elle annonce des forêts urbaines, elle a eu des revirements spectaculaires, elle a été pendant des années contre la police municipale, maintenant elle est pour, elle a été pendant des années contre le travail des dimanches, maintenant elle est pour. Mais sur l'essentiel, elle a échoué parce qu'elle a une gouvernance très verticale. Elle n'a pas écouté les Parisiens. C'est que ce sont tous des petits Macron. Ouais. Et en réalité, ce qu'ils cherchent, ce n'est pas un maire de Paris, c'est un représentant du président de la République à Paris. Or, quand on est maire, on doit défendre ses habitants, parfois contre l'État. Or, la réalité, c'est que là, c'est Macron qui va choisir son préfet à Paris. Nous avons décidé, comme l'ont fait d'autres pays, de mettre en œuvre une éco-contribution sur le transport aérien sur tous les vols au départ de la France. Je ne suis pas certain qu'on aidera à la réduction des gaz à effet de serre par la taxe. On est toujours en fait dans cette écologie punitive. Le gouvernement a reculé sur le prix de l'essence. Il revient sur le prix du billet d'avion. On voit bien que finalement le gouvernement n'a rien compris à ce qui s'est passé dans ce pays depuis 6 mois. À quoi l'argent de ces taxes ira? Que ce ne soit pas une taxe pour renflouer les caisses de l'État. Ce sont bien tous les vols à partir de la France, que ce soit Air France, EasyJet, Emirates, qui seront concernés par cette éco-contribution sur les billets d'avion. Et donc on a bien fait attention à ne pas pénaliser les compagnies françaises. Air France représentera à peu près 25% de ces 180 millions d'euros. Par rapport aux enjeux, c'est à mon avis... C'est une goutte d'eau dans l'océan. Moi, je serais plutôt d'une tactique qui serait à faire peut-être des mesures beaucoup plus impopulaires, mais plus significatives, pour véritablement... Je ne sais pas, ça c'est pas mon boulot. Taxer le kérosène ? Peut-être taxer le kérosène, notamment, c'est une piste à creuser. Réintroduire le débat de l'écotaxe, quand on voit à quel point ça a perturbé la vie des Français, c'est une très mauvaise réponse. Et les billets d'avion, aujourd'hui, sont déjà surtaxés. C'est pas seulement d'instaurer une sorte de taxe, c'est de supprimer des liaisons aériennes qui ne servent à rien, qui sont devenues inutiles. Les très grands groupes ont les reins solides pour supporter cette augmentation, parce qu'en réalité, il s'agit encore d'un impôt supplémentaire. Par un biais ou par un autre, on crée des taxes et on continue à créer des impôts. Ils en créent toutes les semaines, ça pour ça, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils ont de l'imagination. Voilà, merci de votre fidélité. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir à tous.